Oui, pour combattre la France, pour combattre le colonialisme, l'impérialisme occidentaux dans leur barbarie abjecte. Les peuples algériens et maliens étaient un. Il fut un temps où ces peuples étaient un. Et je prends ici un document de l'ambassade d'Algérie à Bamako sur le contexte historique de la naissance des relations modernes et contemporaines algéro-maliennes. Je voudrais ici que vous entendiez parler l'Algérie elle-même, de ce que le Mali a été pour elle. Car c'est dans la bouche même de celui qui te nuit que tu peux aisément manger ton piment, selon le proverbe africain. Que dit l'ambassade d'Algérie à Bamako? C'est un document officiel qu'on peut trouver sur le site de l'ambassade. Si vous faites embamako.mfa.gov.dz/fr, vous allez retrouver le document que je vais lire. L'Algérie et le Mali partagent une frontière terrestre longue de 1376 km, avec des interactions anciennes et multiformes entre leurs populations respectives dans la vaste zone frontalière commune. Les premiers échanges diplomatiques officiels entre les deux pays remontent à l'année 1963. La convention relative au bornage de la frontière d'État entre les deux pays a été signée à Alger le 8 mai 1983. En plus de la géographie, le poids de l'histoire a fait que les liens unissant les deux pays soient toujours sous-tendus de solidarité réciproque, agissante face aux défis communs. Cette solidarité a trouvé une de ses manifestations majeures dans le combat commun pour les indépendances en Afrique. Dès qu'il accède au pouvoir, le Mali indépendant, sous la direction de feu Modibo Keïta, soutient activement le Front de libération nationale en Algérie et reconnaît en février 1961 le gouvernement provisoire de la révolution algérienne. Écoutez bien, l'ancien siège de l'armée de libération nationale de l'Algérie, appelé Front du Mali, était basé à Gao. Je recommence cette phrase une deuxième fois. Pour ceux qui, en Algérie ou au Mali, et partout ailleurs dans le monde, ne le savaient pas. L'ancien siège de l'armée de libération nationale, appelé Front du Mali, était basé à Gao. Une deuxième fois. Selon la méthode de l'homme à la parole orthogonale, le général de division Dr Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement du Mali. Une troisième fois. L'ancien siège de l'armée de libération nationale, appelé Front du Mali, était basé à Gao. Dans un témoignage en date du 10 mars 2010, M. Ismaël Konaté, le premier chef de cabinet du gouverneur Feu Bakara Diallo de la région de Gao, en 1961, écrivait ceci. Aussi, l'indépendance de l'Algérie a été saluée par Gao et par l'ensemble du peuple malien comme une lutte et une victoire commune des peuples longtemps asservis. C'était l'amitié, mieux, la fraternité. Fin de citation, conclut-il. De son côté, l'Algérie indépendante n'a jamais ménagé sa solidarité à son voisin malien, comme en témoignent ses médiations dans les différentes crises qui ont secoué son septentrion. Ces médiations ont permis, dans le plein respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République du Mali, de stabiliser ces régions à différentes étapes de l'histoire post-indépendance du Mali. Après l'accord sur la cessation des hostilités entre le gouvernement de la République du Mali d'une part et le mouvement populaire de l'Azawad et le Front islamique arabe d'autre part, signé le 6 janvier 1991 à Tamanrasset, le pacte national entre le gouvernement de la République du Mali et les mouvements et fronts unifiés de l'Azawad signé le 11 avril 1992 à Bamako, et l'accord d'Alger pour la restauration de la paix, de la sécurité et du développement dans la région de Kidal signé le 4 juillet 2006 à Alger entre le gouvernement de la République du Mali et l'Alliance démocratique du 23 mai pour le changement, les efforts de médiation de l'Algérie ont abouti à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger entre le gouvernement de la République du Mali d'une part et la coordination des mouvements de l'Azawad et de la plateforme d'Alger du 14 juin, signé les 15 mai et 20 juin 2015 à Bamako. Cet accord, c'est dit à l'époque en 2010, est en cours de mise en œuvre avec l'accompagnement de la médiation internationale conduite par l'Algérie en tant que chef de file et président du comité de suivi de l'accord. Les deux pays entretiennent un dialogue régulier à tous les niveaux, à travers l'échange de contacts et de visites, la tenue de réunions des mécanismes de coopération et l'adaptation du cadre juridique régissant la coopération bilatérale, ce qui a permis aux deux pays de développer un partenariat stratégique
qui s'étend aujourd'hui à tous les domaines politiques, diplomatiques, militaires, sécuritaires, économiques, sociaux et culturels. Fin de citation. Page 1 et 2 du document que l'on trouve sur le site de l'ambassade d'Algérie, eh bien, à Bamako. Quand vous lisez ces informations, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas comprendre que l'Algérie et le Mali se retrouvent à couteau tiré, en plein 21e siècle. Et voilà pourquoi nous passons maintenant à la 4e partie de cette conférence. Le Mali et l'Algérie dans la tourmente démocratique occidentale. Qui est à l'origine de la division entre les Maliens et les Algériens? Quels sont les facteurs de division entre le Mali et l'Algérie? Il faut déjà qu'on y réfléchisse. On peut déjà citer. Les facteurs de division entre le Mali et l'Algérie sont dans l'ordre. 1. Le néocolonialisme français, qui a besoin que les Africains soient divisés pour régner sur eux. Ce sont les néocolonialistes français qui ont suscité, de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, des mouvements indépendantistes dans la partie nord du Mali, qui correspond à la frontière de la partie sud de l'Algérie. Ce sont les néocolonialistes français qui sont les pères, les tuteurs des mouvements séparatistes, des mouvements partitionnistes, de tout ce qu'on a appelé la théologie politique de l'Azawad. Elle est issue directement des services français. Toutes les enquêtes sur les mouvements sécessionnistes au nord du Mali remontent aux services français, qui ont toujours protégé les leaders sécessionnistes. On saura dans cette conférence pourquoi. Parce qu'il faut que vous sachiez pourquoi. Et vous ne pourrez jamais savoir pourquoi la France l'a fait si vous ne savez pas ce qu'il y a au sud de l'Algérie et au nord du Mali. Parce que c'est quand vous saurez ce qu'il y a au sud de l'Algérie et au nord du Mali, c'est-à-dire ce que l'Algérie et le Mali ont en commun sous la terre, que vous comprendrez pourquoi les néocolonialistes français sont passés par là pour diviser. Donc je vous demande de noter les facteurs de division. 1. Le néocolonialisme français. Comment un pays comme la France peut-il dominer d'un pays aussi immense comme l'Algérie et le Mali s'il ne les a pas divisés avant? D'abord, c'est la France qui a tracé la frontière entre l'Algérie et le Mali. Elle ne l'a pas tracée par hasard à l'intérieur de la même communauté touareg, à l'intérieur de la même communauté noire. La France n'a pas tracé la frontière par hasard. La France n'a pas tout fait pour que le Mali n'ait pas de port sur l'océan Atlantique. Ça n'a pas été fait par hasard. C'était pensé. Il ne fallait pas qu'un État qui est la configuration de l'ancien empire du Mali existât. Si un tel État existait, la colonisation française était impossible. Regardez bien la carte et je vous la montre. Parce que vous êtes aujourd'hui dans un cours de géopolitique. Regardez bien la carte. Je vous parle de cette partie de l'Afrique. Voici l'Algérie, ici en rose, et voici le Mali. La manière dont le colon français a pris l'équerre, le compas et la règle pour tracer, elle avait très clairement pour but d'empêcher cet empire, le grand empire du Mali, qui avait été, eh bien ici, d'avoir une ouverture directe sur l'océan Atlantique, d'avoir une ouverture directe sur la mer Méditerranée. Il était question de tout faire pour que le cœur du grand empire du Mali, du grand empire du Sonrail, du grand empire du Ghana n'ait jamais de débouché direct sur le commerce international. Voilà comment on a artificiellement coupé le Mali de la mer en le divisant du Sénégal. Je vous rappelle que ce sont les néocolonialistes français, à travers Senghor, qui ont saboté la fédération entre le Mali et le Sénégal, parce que cette fédération faisait que le Mali avait de nouveau accès directement à la mer. Si on a soutenu Senghor contre Modibo Keïta, c'était pour que le Mali n'ait pas accès à la mer. La Mauritanie a été tracée en volant à l'ancien empire du Mali son accès naturel à la mer, car tout le sud, au moins tout le sud, du territoire de la Mauritanie actuelle faisait partie de l'empire du Mali. On a donc tout fait pour que Nouakchott, Nouadhibou ne soient pas des ports maliens. Parce qu'on ne voulait pas que ce qui avait été le cœur de la civilisation géopolitique et géostratégique du Mali accède directement au commerce international. C'est la France qui l'a fait. D'accord? Est-ce que tout le monde comprend? Ils n'ont pas tracé les frontières par hasard de cette manière bizarre. C'était vraiment pour empêcher que se forment de grands ensembles. Et ils ont divisé l'Afrique en 54 pays pour qu'il n'y ait pas une union africaine, pour qu'il n'y ait pas une unité africaine, pour qu'il n'y ait pas une puissance africaine. Parce qu'aucune puissance européenne, prise individuellement, et même toute l'Union européenne, prise collectivement, ne peut pas affronter l'Afrique unie. L'Afrique unie constituerait de facto la plus grande puissance mondiale. Non pas seulement en potentiel humain, mais en potentiel économique et en génie culturel. Voilà pourquoi l'Occident et l'Orient se sont associés pour empêcher l'unité africaine. Mais je reste ici pour vous expliquer
les facteurs de division. Nous sommes dans la 4e partie de la conférence. Donc, première stratégie, le tracé des frontières, l'exacerbation des tensions intercommunautaires et l'incitation à des mouvements sécessionnistes. Vous savez, les mouvements sécessionnistes contre l'Algérie, il y a toujours la main de la France derrière. Vous voyez par exemple le sécessionnisme berbère. Qui soutient les sécessionnistes berbères contre l'Algérie? C'est la France. Tous les leaders sécessionnistes berbères sont hébergés par Paris. Qui soutient les sécessionnistes maliens contre le Mali? C'est la France. Tous les leaders sécessionnistes maliens sont protégés par Paris. C'est vrai ou c'est faux? Donc vous notez bien, premier facteur de division entre le Mali et la France. Car l'union algéro-malienne va faire que le Mali ait un débouché sur la mer Méditerranée à travers le port d'Alger. Ça, Paris ne veut pas de ça. L'union algéro-mauritanienne, pardon, malio-mauritanienne va faire que la Mauritanie ait un débouché sur l'océan Atlantique. Ça, Paris ne veut pas ça. L'union malio-sénégalaise va faire que le Mali ait un débouché naturel sur le port de Dakar. Ça, eh bien, Paris ne veut pas ça. Il a donc créé des frontières pour enclaver l'ancien empire. Les géostratèges, les géopoliticiens occidentaux ont bien étudié la carte des empires. Et ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas un État africain qui puisse bénéficier de la puissance des impériales africaines du Moyen-Âge. Est-ce que tout le monde a compris? Le tracé a été fait pour déjouer toutes les stratégies de construction d'une puissance africaine. Vous comprenez pourquoi les Occidentaux détestent l'Alliance des États du Sahel? Parce que l'Alliance des États du Sahel est justement née dans le terreau de l'Empire Songhai, de l'Empire du Mali, de l'Empire du Ghana, avec l'ambition de reconstituer la grandeur ouest-africaine qui existait au Moyen-Âge. Maintenant, deuxième facteur de division, le racisme maghrébin contre les subsahariens. Merci à toi, Souleymane, Manema, pour le soutien à notre chaîne YouTube. Deuxième facteur de division, vous notez, le racisme maghrébin, moyen-oriental, contre les Noirs. La plupart des dirigeants de l'Afrique du Nord a souvent vu d'un mauvais œil l'émergence d'une grande puissance en Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce que l'émergence d'une grande puissance en Afrique subsaharienne vient remettre en cause le mythe de la supériorité de l'homme blanc arabe sur l'homme noir africain. L'émergence d'une grande puissance en Afrique noire vient remettre en cause le mythe raciste de la supériorité de l'arabe sur le noir. Ce mythe qui a été forgé et renforcé par la traite négrière arabo-musulmane de la période des 7e jusqu'à pratiquement au 13e siècle. Donc, ce racisme maghrébin est l'une des causes du fait que des puissances maghrébines se soient mises à s'associer à des puissances, à des forces sécessionnistes et même à s'associer à la puissance coloniale française contre les pays au sud du Sahara. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va trouver, eh bien, au nord du Mali, au nord de l'Afrique noire, des pays, eh bien, d'Afrique du Nord qui sont tolérants envers les chefs des organisations terroristes qui divisent tout naturellement l'Afrique noire. Par exemple, Iyad Ag-Ghali et toute sa bande de criminels vont bénéficier de la bienveillance de l'Algérie parce que ce sont des blancs au sens de la définition locale. Des blancs ressemblant avec la population arabe algérienne. Ils vont bénéficier vraiment de cela parce qu'une bonne partie de l'élite algérienne continue à penser que la population blanche du nord du Mali serait supérieure à la population noire du nord du Mali et serait supérieure à la population noire de toute l'Afrique. Il n'y a qu'à voir la terminologie dans la langue arabe pour traiter l'apparence noire. Trouvez les mots utilisés dans la langue arabe pour désigner le noir. Et vous verrez que la plupart de ces mots-là sont encore porteurs de la charge du racisme négrier arabo-musulman. L'une des raisons pour lesquelles il y a du laxisme envers Iyad Ag-Ghali, du laxisme envers Ramdan, du laxisme envers Bilal Aksheri, c'est qu'ils ont des liens ethniques avec les populations d'Afrique arabo-musulmane. Ils ont des liens ethniques, c'est-à-dire qu'on les considère comme des cousins. C'est-à-dire qu'un Algérien va regarder comme davantage son frère, un Touareg du Nord Mali, comme Bambara de Ségou. Et ça, c'est ce qu'on appelle le racisme. Et ce sont des vérités qui doivent être dites. Parce que si on ne veut pas construire la paix sur du sable, si on veut construire la paix sur le roc de la confiance, les vérités doivent être dites. La plaie doit être curée, elle doit être aseptisée, elle doit être cautérisée, elle doit être désinfectée et elle doit être totalement cicatrisée. Tous ceux qui vont s'amuser à construire les relations
eh bien, algéro-malienne ou algéro-africaine, ou en tout cas maghrébo-africaine, sur des demi-vérités, des demi-mensonges, sont condamnés à revivre les tragédies du passé. Les vérités doivent être posées sur la table, sans peur, ni exagération, mais avec courage. La vérité doit être dite. Le racisme maghrébin est l'une des raisons du soutien aux groupes terroristes dirigés, bien souvent, par, eh bien, des ressortissants des groupes arabo-musulmans. Ça, c'est le deuxième facteur de division. Troisième facteur de division, entre l'Algérie et tout naturellement, eh bien, le Mali, troisième facteur de division, on va le voir, les ambitions géoéconomiques. Et là, c'est important que nous parlions un peu de ce qu'il y a dans le sous-sol. Il faut qu'on parle de ce qu'il y a dans le sous-sol du Mali et de l'Algérie. Et je voudrais ici en particulier insister sur la composition de ce sous-sol du point de vue des ressources stratégiques. Il y a des ressources naturelles stratégiques communes et transversales à l'Algérie et au Mali. Et elles se concentrent dans le sous-sol saharien et dans les zones frontalières. Elles comprennent principalement quoi? Le bassin de Taoudéni. Cette immense formation géologique sédimentaire, nous dit ici un article de recherche, à cheval sur la frontière algéro-malienne et mauritanienne, recèle un fort potentiel en hydrocarbures, pétrole et gaz naturel. Des compagnies comme la société algérienne Sonatrach y possèdent des blocs d'exploration, dont le bloc 20. Deuxième enjeu de richesses énormes qui sont sous le sol, algéro-malio-mauritanien, les eaux souterraines fossiles. La zone repose en partie sur le système aquifère du Sahara septentrional. Une ressource vitale dans cette région hyper aride, servant à abreuver le bétail et soutenir l'agriculture locale. Sous la frontière entre l'Algérie, le Mali et la Mauritanie, on a la plus grande nappe phréatique africaine. La plus immense des nappes phréatiques souterraines africaines se trouve là-bas, l'eau potable. Troisième point que l'on retrouve comme ressource transversale commune, les gisements de minéraux. Le sous-sol saharien partagé recèle des concentrations de minerais stratégiques comme le fer, le manganèse, l'uranium, essentiel pour l'industrie lourde et la sidérurgie, bien que leur exploitation nécessite d'importants aménagements logistiques. Quatrième élément commun exploitable, l'énergie solaire. Le Sahara offre un potentiel photovoltaïque exceptionnel, constituant une ressource transversale clé pour le développement des réseaux électriques transsahariens. Voilà les enjeux du sous-sol. Voilà les enjeux du sous-sol entre l'Algérie et le Mali. Et vous voyez donc que la France veut contrôler ce sous-sol. Pour cela, elle divise l'Algérie, elle divise le Mali, et elle oppose, et elle exacerbe les oppositions entre l'Algérie et le Mali. Vous voyez que les Algériens, et notamment l'élite raciste blanche algérienne, veut contrôler non pas seulement les richesses du sous-sol algérien, mais également les richesses du nord malien. Et voilà pourquoi on va soutenir des sécessionnistes, des partitionnistes, des rebelles. Voilà pourquoi on va soutenir des groupes terroristes contre le Mali, dans le but d'obtenir, y compris par la manipulation des accords de paix, une sorte de fédéralisme malien, de décentralisation malienne qui aboutisse à une autonomie, voire une indépendance totale du nord du Mali par rapport au sud. L'objectif étant de contrôler l'élite frélatée, les valets et les vassaux qu'on imposerait au nord du Mali, afin que ceci permette à l'Algérie et opportunément à la France de mettre la main sur les richesses du nord du Mali. Est-ce que vous comprenez? C'est de cela qu'il s'agit, et il est important que vous sachiez que c'est ce qui est sous terre qui explique les comportements que l'on observe sur terre. Je recommence. C'est ce qui est sous la terre malienne et algérienne. C'est ce qui est sous la frontière algéro-malienne qui explique les comportements français néocolonialistes, impérialistes occidentaux et le comportement algérien de soutien aux groupes sécessionnistes, aux groupes partitionnistes, le comportement algérien de soutien aux groupes terroristes. Tout cela vient du sous-sol. L'appétit pour le sous-sol du nord du Mali. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces eaux souterraines fossiles. C'est ce grand bassin de Taoudéni. Ce sont les gisements minéraux de cette région algéro-mauritano-malienne. C'est l'énergie solaire, potentiel énorme de cette région qui sont l'enjeu géoéconomique caché.